Dieu m'a fait la grâce, on va parler encore une fois de plus de notre jeune frère, actualité oblige. Dieu m'a fait la grâce de pouvoir tomber sur la déclaration de son avocat. L'avocat de Suleiman Kone, alias Babo Laurent. J'ai eu la chance aussi, la courtoisie d'écouter Chris Koupignon, alias Jody Pacheco, qui a donné l'information avant Chris Yapi. Le film de l'arrestation, en fait, autant pour moi, le film de la tentative d'assassinat, je répète, le film de la tentative d'assassinat, je répète une dernière fois, le film de la tentative d'assassinat du jeune Suleiman qui s'est transformé en une arrestation. Et il a été piégé par un compatriote, un frère et un ami. Ce qui a d'ailleurs blessé Johnny, vous l'avez tous écouté. J'ai l'habitude de vous dire, si quelqu'un vient vous dire que je suis son ami, faites beaucoup attention, passez votre route. Le fait de ne pas avoir des amis n'est pas un crime. Le fait d'avoir des amis est une bonne chose. Mais qui est réellement votre ami? Qui réellement vous estimez qui est prêt à se sacrifier pour vous et vous êtes prêt à vous sacrifier pour la personne? J'ai dit que j'ai un seul ami pour le moment sur la terre des hommes, c'est mon fils Gaoussou. Très jeune, mais c'est mon meilleur ami. Je lui disais la dernière fois, j'aurais souhaité que ton grand-père soit là parce qu'il allait être très fier de toi. De la manière dont tu es éveillé, les questions que tu poses, quand tu connais pas les choses, comment tu amènes les gens à communiquer, et tu es tellement observateur. C'est mon ami, c'est avec lui que je parle. Alors, cela ne veut pas dire que je ne communique pas avec les autres. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas une certaine affinité avec les gens. C'est pas ce que je dis. Alors, Dieu merci que l'intervention que j'ai faite hier, d'après ce qu'on m'a dit, immédiatement l'intervention a été téléchargée sur beaucoup de plateformes et les gens ont fait les montages et ça s'est vendu comme du petit pain. Et Dieu merci, c'est après mon intervention que vous avez entendu autre chose. Est-ce que Chris Yapi nous a dit quelque chose que Keïta n'a pas dit? Bon, souvent aussi, il se prend trop au sérieux, Chris Yapi. Il faut apprendre à quitter, il faut apprendre à écouter, et puis il faut fermer ta petite bouche, le petit anti-Christ. Dis souvent la vérité, c'est une bonne chose. Tu n'es pas le seul à détenir. Toi, tu as des hiboux, moi, je n'ai pas hibou. Pose-toi la question, comment je peux être en avance sur toi sur certaines informations? Moi, ce n'est pas des sources d'information. Alors, c'est avec ça que je vais commencer. Une des raisons pour laquelle Suleiman Babo a été ciblé, je vais vous le dire, ce que Chris Yapi ne pourra jamais vous dire de toute sa petite vie d'enquêteur, il ne pourra jamais, parce qu'il n'a pas la connaissance, il n'a pas la sagesse, et il n'a pas la faveur avec Dieu pour comprendre ça. Seul Dieu vous donne ça. Une des raisons, hier, je ne l'ai pas évoqué. C'était sur le bout de mes lèvres, mais ce n'est pas sorti. Parce que j'ai toujours dit, à chaque chose, son temps. Il y a un temps pour toute chose. Et hier n'était pas le temps de vous dire, de vous donner cette information. Aujourd'hui, je vais vous la donner. Une des raisons pour laquelle la situation de Kone sera beaucoup complexe, mais pas désespérée. Pourquoi on veut absolument l'arrêter? Pourquoi on veut absolument le rapatrier? Il est en partie lui-même responsable. Il s'est piégé lui-même. Il s'est vendu lui-même. Écoutez avec la sagesse de l'esprit, avec l'intelligence de la raison, et vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Quand vous passez votre temps, toutes vos interventions, vous passez votre temps, ma source, c'est comme vous voulez ressembler à Chris Yapi. Il n'est pas le seul. Même notre petite sœur, Maï Kamara,
Ma sauce, j'ai marqué comme au défi de ça. J'ai dit, vous êtes en train de vous plaisir. Vous ne savez pas ce que vous faites. Mais quand tu vas leur dire ça, ils vont se fâcher avec toi. Ma sauce, ma sauce. Chacun veut montrer qu'il a quelqu'un au milieu, à l'intérieur et avec le gouvernement. Quelqu'un qui lui donne des informations. Et Suleiman Bako s'est vendu moins cher. Il s'est tué lui-même. Il s'est jeté en prison lui-même. Quelle histoire d'aller dire ma source, ma source, ma source, peuple d'Afrique, ma source, ma source. Quelle source? Mais quand vous dites ma source, vous vous exposez vous-même. Depuis que je suis né, depuis que vous me connaissez, montrez-moi une seule publication de Keïta où je dis, selon ma source, selon mes informations. Donnez-moi ça. Ça, c'est les journalistes qui font ça. Vous n'êtes pas journaliste. Serge Daniel, avec sa gueule pourrie, il dit, selon les informations à ma possession. C'est ce qu'on enseigne à l'école de journalisme. C'est ce qu'on enseigne aux journalistes de dire. Protégez vos sources, mais donnez des informations fiables. Tu n'as jamais fait école de journalisme. Ni toi, ni tous ceux qui disent ma source, ma source. Tu n'as jamais été journaliste d'investigation. Pourquoi tu viens dire ma source, ma source, ma source? Maintenant, comme tu dis ma source, les gens veulent mettre la main sur toi pour que tu montres cette source au milieu, au sein du gouvernement ivoirien et au sein du gouvernement français. Depuis que j'écoute Johnny Pacheco, c'était la première fois hier que je l'entends dire que j'ai des infiltrations au sein de l'appareil répressif légal de la France. On m'avait déjà informé de ce qui se préparait contre certains activistes, notamment ce jeune homme-là, Suleiman. Alors c'est un conseil, si vous voulez attaquer Keïta, mais vous ne serez jamais à la cheville de Keïta, parce que vous, au moins, si quelqu'un vous informe, quelqu'un n'est pas informé par quelqu'un. Donc déjà, moi j'ai une avance sur vous. Et vous ne direz jamais quelque chose que Keïta n'a jamais dit. Donc je suis en avance sur vous à tous les niveaux. Il n'y a pas un activiste, dans quelle partie du monde qu'il soit, qui peut dire qu'il a une avance sur moi. Montrez-moi un seul, femme comme garçon, ça n'existe pas. Vous pouvez crier, vous pouvez inventer des histoires, vous pouvez créer des choses dans votre tête, mais ça n'existe pas. Même Chris Yapi est le petit de Keïta, c'est mon petit blabro, excusez-moi l'expression, mais c'est mon petit. C'est la vérité que je vous donne. Arrêtez de dire ma source, ma source. On peut, et juridiquement, on ne peut pas l'obliger à dévoiler un nom. Mais je veux dire, humainement, il s'est piégé lui-même. Il a vendu sa peau. Je vous ai dit une fois ici que la DST, le service de renseignement de la Côte d'Ivoire, la direction de la surveillance du territoire, la DST, je vous ai dit une fois, il y a un petit qui est parenté à un de leurs officiers supérieurs qui a eu à dire dans une causerie chez eux à la maison que s'il y a quelqu'un qui donne du fil à retordre à la DST en Côte d'Ivoire, que c'est Keïta. Que les autres disent ma source, mais ce monsieur n'a jamais dit ma source. Mais pourtant, tout ce qu'il dit, si vous ne faites pas attention, tout ce qu'il dit est vérifié. Alors donc, rapidement on reprend, comme je le disais tout à l'heure, que les jeunes gens soient assez intelligents. Quand vous faites un tel travail, vous abattez un tel effort pour informer, pour donner des informations crédibles et sensibles à ceux qui vous écoutent, à ceux qui vous apprécient, tout en donnant l'information, protégez-vous vous-même. Parce que aucun de ceux-là ne peut se lever et dire, y'a quoi? Non, tu prends pas, viens ici, tu prends pas la boisson, sors. Non, va là-bas, va prendre ce nana, tu touches pas ça. Allez, va prendre la nana. Vous allez boire nana, pas de Sprite. Allez, vas-y. Tu exagères avec le boisson. Alors, donc, comme je le disais,
quand vous donnez les informations, apprenez à vous protéger vous-même. Parce que personne parmi vous n'est allé dans une école de journalisme. Vous n'êtes pas à l'école de journalisme. Donc, ce qu'on appelle body language, vous n'avez pas le langage journalistique qu'il faut. Vous n'avez pas le langage corporel qu'il faut. Donc, c'est sur le tas que tous on parle. J'ai eu cette grâce quand même de faire des études de journalisme, de communication. Et par la grâce de Dieu, l'expérience professionnelle aux États-Unis m'a permis de mieux comprendre ce que l'école ne peut pas me donner. L'expérience professionnelle m'a donné un atout incalculable. Et maintenant, le couronnement, c'est Dieu lui-même qui m'a mis à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. J'ai l'habitude de vous dire, je suis un iceberg. Vous ne voyez que la face visible de l'iceberg. Mais l'iceberg, il est tapé dans le fond marin, vous ne pouvez pas le voir, quelle est cette masse réelle. Je le dis non pas pour me vanter, parce que c'est une réalité, c'est un fait, c'est établi. Donc, si vous n'avez pas fait des écoles de journalisme et que vous voulez informer, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle le free speech, c'est-à-dire la liberté d'expression. Mais dans cette liberté d'expression, protégez-vous vous-même. Protégez-vous vous-même. Évitez de dire ma source. Parce que quand vous commencez à dire ma source, et vos informations commencent à être vérifiées, et que ce que vous dites est vrai, donc il y a une taupe que les gens veulent savoir c'est qui. Et ils sont prêts à remuer ciel et terre pour savoir qui est la taupe. Johnny Pacheco nous a donné l'information. Il a confirmé tout ce que je vous ai dit il y a longtemps. Il dit quand il était au RHDP, une fois Ouattara a envoyé quelqu'un avec 5 millions pour aller lui dire de confirmer que c'est Cissé Ibrahim Bakongo qui est la taupe de Chris Yapi. 5 millions de francs. Vous l'avez tous entendu. Pour qu'ils disent qu'effectivement c'est Ibrahim Cissé Bakongo. Mais la question, il dit au RHDP, il a posé la question, mais je ne comprends pas. Si vous estimez qu'il est la crise de Chris Yapi, pourquoi avoir fait de lui le directeur exécutif, je crois, du RHDP? Pourquoi? Il dit, le président dit, pour contrôler ton ennemi, pour l'avoir à tes côtés et mieux l'abattre, fais-le entrer dans ta maison pour le surveiller. Donc la nomination de Cissé Ibrahim Bakongo, c'est pas une promotion, mais c'est un piège. Ils vont le descendre. C'est pourquoi on le laisse faire toutes les bêtises. Et l'idiot qu'il est, il dit, on est mouton d'Ado. Mais il ne sait pas qu'il est dans le viseur de Ado. Le jour où Alassane va se séparer de lui, tout ce qu'il a commis comme bavure, là, ils vont tout citer. Alassane Ouattara n'a pas eu de la peine pour tenter de tuer Sorobio. Il n'a pas eu de la peine pour tenter d'arrêter Henri Korapeti. Il n'a pas eu de la peine pour faire partir Laurent Gbagbo à la CPI. Est-ce que vous croyez un criminel comme lui, un cafri comme Ouattara aura de la peine à liquider quelqu'un comme Cissé Ibrahim Bakongo, qui en réalité ne lui a rien donné en termes de gain politique? C'est Gbagbo qui a fait de lui candidat à la présidentielle. C'est Soro qui a fait en soi ces deux choses que vous connaissez là, dans le fauteuil présidentiel. Bédier s'est allié à lui face à Gbagbo Laurent. Ahmed Bagayoko était au front pour lui. Ouattao a pris des balles pour lui. Mais n'a pas hésité à liquider tout cela. Amadou Go Coulibaly, qui a été le plus fidèle de tous les fidèles. Il a aimé Ouattara plus que Dieu lui-même. Amadou Go Coulibaly. Mais Ouattara n'a pas hésité à le liquider. Par moment, je pose la question, est-ce que Ouattara est un être humain? Par moment, je pose la question, est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara est un être humain? Tellement le monsieur est mauvais. Mais, avant de continuer avec le jeune frère Souleymane Gbagbo, je vais vous faire part de certaines révélations qui vont vous couper le souffle sur Alassane Ouattara. J'ai une connaissance qui a pris contact avec Ouattara, qui a été reçue par Ouattara. Les photos m'ont été envoyées, mais je ne vais jamais vous montrer ces photos-là. Les photos avec Ouattara, avec Dominique Ouattara,
avec tout le gouvernement. Je ne vais jamais vous montrer cette photo, restez tranquille. Ce que la personne m'a dit m'a donné, je sais pas, la bonne expression c'est quoi? Une douche froide ou bien froid au dos. Voilà, m'a fait froid au dos. Le 14 septembre 2002. Le 14 septembre 2002. Le 14 septembre 2002, salut à toi Bachili. Donc, 4 jours avant le 19 septembre 2002, les Américains étaient au courant que Soro Guillaume allait lancer une offensive pour faire un coup d'État. Depuis le 14, tous les Américains avaient été priés de quitter la Côte d'Ivoire. Si vous pensez que je bois, allez-y à Air France et regardez la date du 14. Vous pouvez rentrer en ligne pour voir pour regarder le nombre de personnes qui ont pris leur billet. Donc, Alassane Ouattara dit, je n'étais pas au courant, c'est un menteur, c'est un farceur. J'ai des informations encore que vous connaissez, vous avez entendu, mais je vais, ce qu'on dit, je vais update ces informations. Je vais actualiser ces informations avec ce que je suis en train de vous dire. Depuis le 14 septembre 2002, toutes les chancelleries occidentales étaient au courant que Soro Guillaume allait lancer son opération. Alassane Ouattara était au courant. Ce qui confirme la version de Kone Zakaria qu'il a toujours discrédité. C'est pas fini. En 2010, l'ambassade des États-Unis, sous la direction de Barack Obama, moi je n'étais pas là, tout ce temps-là, moi j'étais aux États-Unis. Pendant toute cette période, moi j'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais aux États-Unis. Mais l'ambassade américaine en 2010 a dit, nous allons installer Alassane Ouattara au pouvoir, quelle que soit l'issue des élections. Ça, c'était en 2010. Avant que la contestation ne commence, avant que les élections ne soient organisées. Les Américains et les Français, c'était Barack Obama et Nicolas Sarkozy, ils étaient d'accord pour installer Ouattara au pouvoir. Donc, on n'avait plus besoin des résultats des urnes. Tout devait être fait pour écarter Laurent Gbagbo parce qu'il était devenu trop gênant. Alors, est-ce que moi je vais vous dire selon mes sources? Quelles sources? Alassane Ouattara est un voleur pathétique et pitoyable. Les Américains ont mis un fonds à la disposition de la Côte d'Ivoire qui monte à des centaines de millions de dollars. Qu'est-ce que Kadia Camara et Alassane Ouattara ont fait? Ceux qui devaient piloter le projet pour les jeunes Ivoiriens. Qu'est-ce que Ouattara a fait? La personne qui a été mandatée par le Congrès américain et le département d'État, qui était une Ivoirienne, a été consécutée par Ouattara et ils ont donné le projet au mari de Kadia Camara de le piloter. Alors que dans le pilotage du programme, il y a beaucoup d'aspects qui font appel à des expertises bancaires. Voilà une fois encore, quand j'ai dit que Ouattara n'a jamais eu le PhD qu'il a acheté, Ouattara n'a pas été capable de montrer son expertise en chose qu'on appelle en banque pour aider le mari de Kadia Camara à piloter. Mais au contraire, il voulait voler l'argent des Américains. Et quelque temps après, les Américains ont dit, puisque vous ne voulez pas d'être experte, nous on vous retire notre fonds. Et la Côte d'Ivoire a été suspendue du programme. Je peux vous donner encore plus d'informations que vous ne pouvez l'imaginer. Et c'est le Ghana, le Nigeria, le Libéria, c'est eux. Donne-moi une seconde.
Il y a un petit bâtard qui est là, qui va partir. On est dans le mois de juin, je ne vais pas trop insulter, mais je vais enlever ce petit bâtard-là. Voilà. Donc, donne-moi une seconde encore. Donc, donne-moi une seconde. Voilà, tous ceux qui viennent là, me montrer qu'ils sont pas à la hauteur de recevoir le don de Dieu de ma part, on va les dégager. D'accord? Si vous n'êtes pas dit de recevoir ce que Dieu m'a fait comme don, je vous montre la porte de sortie. On va plus insulter quelqu'un. Hein? Que le mois de jeûne purifie ma bouche et que je me... Voilà. Vous savez, Dieu est bon. Hein? Je n'ai même pas réfléchi que j'ai parlé comme ça. Dieu met dans ma bouche son serviteur, c'est le mois de jeûne. Hein? L'autre, la faut laisser. Maintenant, tu vas dire ceux qui ne sont plus dignes de recevoir le don de Dieu, ils n'ont qu'à partir. Ah, Dieu est fort. Non. Quand je vous dis, je suis établi par Dieu, là, voilà la preuve qui est là. Ah, alhamdoulilah. Il y a beaucoup qui disent, on va voir moi de jeune là, il va commencer à insulter encore. Oh, ça va pas arriver. Dieu a déjà pris le devoir. Donc, je ne suis pas à votre niveau, je ne serai jamais à votre niveau. Alhamdoulilah, que toute la gloire revienne à Dieu. On continue. Donc, Alassane Ouattara qui devait prouver qu'il est un banquier expert pour piloter ce programme, il ne l'a pas pu. On a voulu court-circuiter la dame parce que les gens, l'argent qui devait servir à financer des micro-projets, à financer la construction d'entreprises, à financer beaucoup de projets, Alassane Ouattara voulait mettre le mari de Kadia Camara, alors que nous savons très bien la cupidité de cette dame, la cupidité de sa famille et l'irresponsabilité et l'irrationalité de Ouattara. Et les Américains ont retiré leur projet. En d'autres mots, ils ont regretté d'avoir installé Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. On va continuer encore. Je vais vous faire écouter des trucs. Alors, à tous les activistes, vous qui êtes assis en Europe, peu importe le pays, et ce qui me fait mal, aucun parmi vous n'a pu faire la lecture rationnelle des propos d'Emmanuel Macron. Le jour où Emmanuel Macron a reçu les ambassadeurs de la France accrédités au pays, enfin accrédités auprès de certains pays africains, notamment dans le Sahel. Macron a dit, donne-moi une seconde, je vais nettoyer un peu mes yeux là, il y a un petit truc qui me fatigue. Oh, j'ai mis ma serviette là-bas, donne-moi une seconde. Juste un petit instant, d'accord? Vous allez écouter ça légèrement. Voilà, merci infiniment. Je voudrais, avant de continuer, je voudrais dire merci. Il y a un de mes abonnés, merci infiniment. Il m'a pas donné, il dit, Keita, je vais t'apporter ma modeste contribution. Daniel. Il m'a fait la faveur de me faire un dépôt consistant. J'avais lancé un appel pour dire ceux qui veulent nous accompagner pour aider les familles démunies à passer un bon moment de jeûne, afin que nous puissions partager les bénédictions. Il a compris le message et il m'a fait un dépôt consistant. Je me suis réveillé, j'ai regardé le dépôt, j'ai dit, wow. Je pensais que c'était le paiement d'un patient. Et après m'avoir le message, je dis, Keita, c'est ma modeste contribution. Le message que tu as lancé, j'ai aperçu. Daniel, que Dieu te bénisse, pas au centuple, mais à l'infini. Et que Dieu, le geste spontané que tu as fait là, et que les personnes qui vont recevoir l'argent, pas l'argent liquide, mais quand nous allons acheter ce qui va avec pour aider ces personnes-là, que Dieu te lève et que Dieu te protège contre tes ennemis. Que Dieu te préserve et que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Malgré que tu sois là-bas, tu as pensé, tu dis Keita, voilà, et il venait à peine de faire un important achat de produits avec moi.
un important achat. Quand j'ai vu, je dis, ah, peut-être c'était le reliquat. Je dis, mais écoutez, elle a tout payé. Il dit, non, 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 Keïta, ça, c'est pour ta contribution, c'est pour t'aider à aider ceux que tu veux aider au Mali pendant ce mois de juin. Merci infiniment à toi, Daniel, que Dieu te bénisse et que tu ne rendes pas au centuple, mais au millier de fois, voilà. À l'infini, même comme dit Gaussou. Il dit, papa, que Dieu te bénisse à l'infini. Lui, c'est comme ça, il me bénit. Que Dieu te donne infini argent. Alors donc, on continue. Je répète mon conseil. On va écouter l'avocat de Suleiman, mais pas maintenant. Merci à toi, Mogobiri. Merci infiniment. Je voudrais encore dire aux activistes qui sont en Europe, même en dehors de l'Europe, vous pensez que peut-être avoir le papier de quelqu'un fait de vous, le morceau de bois qui est devenu le caïman dans l'eau, ça n'arrivera pas. Je m'en fous, depuis 1 million d'années, vous avez vos papiers là-bas. Faites beaucoup attention quand vous parlez. Faites beaucoup, parce que il va arriver. D'accord, vous êtes aux États-Unis, Dieu merci. Donald Trump aujourd'hui, qui pouvait imaginer qu'aux États-Unis, une administration américaine serait pire que l'Europe dans l'extradition des personnes illégales là-bas. Mais ce que Donald Trump fait, même la France, pire cauchemar des interpellations arbitraires dans la rue, aujourd'hui l'administration américaine est pire que ce que la France a fait. La France a beaucoup rapatrié. Mais ce que Donald Trump est en train de faire aujourd'hui, c'est pire qu'on l'a vu dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que je le condamne? C'est son droit, c'est sur cette base qu'il a été élu, c'est au peuple américain de tirer la leçon. Mais nous, on ne fait que regarder, interpréter. Donc ne dites pas que je suis américain ou américaine, rien ne peut m'arriver. C'est un rêve, c'est un luxe que vous permettez. Et si vous ne faites pas attention, parce que vous ne savez pas, n'importe quel président, un fou peut arriver, et puis prendre une décision. Même si vous êtes un citoyen américain, vous intervenez d'une certaine manière, on vous rachète la nationalité et puis on vous chasse dans votre pays. Mais ils ont le droit de faire ça, c'est le privilège que leur accorde la Constitution américaine. Ils peuvent trouver, aujourd'hui les Américains peuvent vous attaquer avec un seul, comment on appelle, un seul article de ce qu'on appelle le Patriot Act. Ils peuvent utiliser le Patriot Act contre vous. Même le Patriot Act peut être utilisé contre les Américains. Parce qu'ils disent, l'ennemi de l'intérieur comme de l'extérieur. Le terroriste de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc quand on dit de l'intérieur, on parle soit des citoyens d'autres pays qui vivent légalement aux États-Unis, ou des ressortissants américains, ou de ceux qui ont eu la nationalité américaine. Donc tout le monde est dedans. Un conseil, faites beaucoup attention, parce que vous sous-estimez encore ce que c'est que la politique. Vous n'avez pas compris le b.a.-ba de la politique. La politique nationale est dirigée en fonction des intérêts ou de l'idéologie de la personne qui est élue comme président. Donald Trump, aujourd'hui, il est élu et c'est son agenda politique qui est en train d'être appliqué. L'agenda de Donald est totalement différent de l'agenda de Joe Biden, il y a 4 ans. Donc, si vous rêvez, que Dieu vous réveille. Si vous rêvez, rêvez bien et rêvez raisonnablement. Et puis, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec mes frères et sœurs qui ont d'autres nationalités. Vous vous vantez de dire que vous avez leur nationalité, mais vous n'êtes pas fiers de votre pays. Votre nationalité ivoirienne, malienne, burkinabé n'a rien à voir avec les présidents qui sont en fonction. C'est l'amour que vous avez pour votre pays. Donc, quand vous dites des choses là-bas, dans mon langage souvent, vos parents même sont frustrés dans ce que vous dites. Et ils sont frustrés. Voilà quelqu'un qu'on suit. Regardez comment la personne raisonne. Ah, d'accord, toi, t'es bien là-bas, c'est ça. Mais c'est pas tous. Il y a beaucoup qui vous suivent dans vos bêtises. Mais les bien réfléchis, disent attention, mais ce que la personne dit là, ça n'a aucun sens. Donc, faisons beaucoup attention. Je vous demande pardon, je vous conseille. Faisons beaucoup attention, c'est important. C'est évidemment important. Faisons beaucoup attention. Ça y va de la crédibilité de ce que nous faisons. Ça y va même de la survie et de nos actions politiques. D'accord? Alors, maintenant, ce conseil-là, c'est un conseil général. Arrêtez de vous vendre au régime dictateur, tel que Alassane Ouattara. Arrêtez de mettre en péril ceux qui vous donnent des informations.
Vous n'êtes pas des journalistes accrédités. Vous n'êtes pas des journalistes à la matière. Vous n'avez aucune formation à la matière. Ne venez pas dire cela, mais ce sont les journalistes professionnels. Ceux qui font bien leur travail, qui peuvent dire ça, pas vous. Vous ne l'êtes pas. Je répète, vous n'êtes pas journaliste. Vous n'êtes pas journaliste. Et vous piégez ceux qui vous donnent des informations. Vous vous piégez vous-même. Parce que le jour où vous allez tomber dans leur piège, ils ne vont pas vous louper. Et aujourd'hui, malheureusement, le jeune Suleiman Bagokoli paye le prix. Il a été brutalisé. Il a été violenté. Dieu merci, son avocat a pris une photo avec lui. Malgré la douleur de l'agression, il a bonne mine. Vous avez certainement vu sa photo avec son avocat. Et je suis heureux que l'avocat qui a pris sa défense est bon à la matière. Mais vous allez écouter les charges qu'ils ont retenues contre lui. C'est facile pour un pouvoir de manipuler. C'est avec ça que nous allons attaquer Alassane Ouattara, le médiocre, ridicule et vaurien petit président qui est un menteur pathétique, un menteur pathologique. Mais avant d'écouter Chris Yapi, je vais d'abord venir ici. Je vais vous faire écouter 2 et 3 petites choses. On a, donne-moi une seconde. Je vais vous faire écouter ceci. Et ça, c'était depuis hier. Voilà. Il y a quelque chose que je vais vous faire écouter. Voilà. Attendez. Je reviens ici. Je reviens ici. Je vais vous faire écouter ça. Vous savez, c'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Oh oh! Quand on confisque les médias d'État. Les moutons, est-ce que vous êtes là? Les RHDP moutons. Les vendus. Les idiots, est-ce que vous êtes là? Oh, ça vous là, on est dans moi de jeunes. Oh! Les moutons, c'est pas un chute au moins, non? Les moutons, est-ce que vous êtes là? Voilà votre président. Et on va écouter ce qu'il dit. Vous savez, c'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Wow! Quand on confisque les médias d'État. Wow! Quand on empêche les autres de s'exprimer. Wow! Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. Ok! Manifestation. Dieu est tellement bon. Quand vous parlez, il y a le retour du karma. Quand vous parlez, Dieu vous rattrape avec vos propos. Qui pouvait imaginer que celui qui est là, qui veut se présenter comme un homme de probité, d'intégrité, de moralité, d'honnêteté. Wow, 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 wow. Ah! Écoutons encore. C'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Uh-huh. Quand on confisque les médias d'État. Uh-huh. Quand on empêche les autres de s'exprimer. Uh-huh. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. Soroguium! Fait des manifestations. Soroguium est accusé de tout et de rien sans apporter la moindre petite preuve. On n'a jamais prouvé qu'il a fait le blanchiment d'argent. La résidence où lui, Alassane Ouattara, a mangé et dormi dedans, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a acheté avec l'intention, au terme de son mandat de Premier ministre, de sa fonction de Premier ministre, la maison lui sera restituée. La maison, ça ferait, la maison lui sera donnée. Il va hériter. C'est avec cette promesse que Gbagbo avait acheté la résidence de Soro, parce qu'on voulait le loger dans l'ancienne résidence présidentielle du président Oufoué, qui était en fait la résidence officielle d'Oufoué. Mais, on dit, la rénovation de cette résidence allait au-delà des 30-50 milliards. Et c'était trop. Soro dit non, la Côte d'Ivoire vit des moments difficiles, on ne peut pas se permettre ça. Donc, ils ont cherché, ils ont trouvé une maison à Marcory, ils sont tombés d'accord, la maison a été achetée,
ils ont réhabilité pas grand-chose, il a habité là-bas. Mais la maison où Alassane Ouattara vit aujourd'hui, avec sa voleuse de femmes, la maison qu'il a transformée pour en faire un petit palais, cette maison a été achetée par Houphouët quand il était président du conseil ministériel, parce que dans la constitution de l'État de Côte d'Ivoire, la fonction de premier ministre n'était pas dedans. Il n'y avait pas de premier ministre. Donc c'est après l'élection du président Houphouët en 90 que la constitution a été modifiée et Alassane Ouattara a été porté comme un premier ministre et cette maison a été achetée à l'époque, je crois que c'était 300 millions. C'est pas ça? 300 millions à l'époque. Et cette maison, c'est une des maisons du papa de Daniel Boni-Claveri. Et quand la presse et l'opposition politique s'est étonné que comment quelqu'un qui est venu pour gérer la Côte d'Ivoire, pour gérer les ressources, pour faire sortir le pays du marasme économique, se permet une maison de 300 millions. Ça, c'était seulement acheter la maison à 300 millions. Mais l'équipement de la maison n'y était pas. Et c'est lui encore qui a pris un avion complet d'une ligne commerciale. Il a rempli tous ses amis dedans pour aller trouver Nicolas Sarkozy dans son petit coin où Sarkozy était maire pour célébrer son mariage avec la femme actuelle qu'il a. Mais on lui a jamais demandé des comptes. Et il a même dit que 300 millions étaient petits pour un premier ministre. Et que la maison que lui habite est une petite maison, il mérite mieux que ça. C'est pourquoi quand il a été élu président, il n'a jamais voulu loger dans une résidence présidentielle. Il a transformé sa maison. Ce qu'il a voulu faire, qu'il n'a jamais pu faire, il s'est rattrapé sur l'histoire. Maintenant, on va l'écouter. Depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Et on continue de mettre cela dans la tête des gens. Alors moi, je vous dirais, j'en ai marre d'être accusé gratuitement. Okay. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Oui. Ce pays a une justice, ce pays, mais à ce moment-là, c'est trop facile. Oh. On prend la télé et puis on accuse qui on veut, sans preuve, sans aucune. Écoutez bien. Et ma carrière l'a démontré, je ne suis pas un putschiste, je ne suis pas un violent, je n'ai tué personne. Mais qui veut déstabiliser le Burkina Faso? Qui a envoyé les 49 mercenaires en Côte d'Ivoire? Wow, Alassane Ouattara, tu es trop petit pour Keïta. J'ai toujours dit, tu n'es pas à la hauteur de Keïta. Tu ne veux pas, tu peux pas m'arriver à la chimie. Un menteur grotesque, pathétique et pitoyable. Quelle est cette tension entre le Burkina et la Côte d'Ivoire? Je ne suis pas violent. Qui a demandé l'intervention militaire au Niger? Je ne suis pas violent. Qui a demandé et imposé les sanctions les plus criminelles, cyniques, illégales et illégitimes sur le Mali, le Niger? Qui a fermé les frontières? Qui a fait bloquer les comptes d'opération? Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je ne suis pas putschiste, je ne suis pas violent, je ne suis pas agressif. Ah Allah. Écoute. Arrêtez d'accuser les gens, de faire des amalgames. Ça ne marche pas. Si vous avez des preuves... Ok. Toujours des manipulations. J'entends quand... Chris Yapi a apporté combien de preuves contre Alassane Ouattara? Cheikh Mar Keïta, combien de fois je n'ai pas apporté la preuve de son implication dans les tentatives de déstabilisation dans le Sahel? Le mois de juin a été un mois trop sacré pour mentir. C'est un mois trop pieux pour moi pour mentir. C'est un mois trop important pour mentir. Si je mens alors que vous êtes un jeune, waouh, c'est le péché de toutes ces personnes-là que je dois porter. Est-ce que je peux porter vos péchés en vous mentant dans ce mois sacré? Pas du tout. Tout ce que je vais apporter dans ce mois de jeûne sera sur la base de la vérité irréfutable et établie. Si la vérité n'est pas disponible, restez à l'écoute. Dieu dit, si quelqu'un dit qu'il parle à mon nom, je vais manifester la gloire de la vérité. Mais si la personne ne parle pas à mon nom, vous ne verrez rien. Alors,
Même si je ne vous apporte pas la preuve, Dieu vous dit, restez à l'écoute, parce que mon baobab a parlé, je vais vous apporter la preuve. Il est là. À Paris, on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion. Par des gens que je connais même pas. Par des gens que je connais même pas. Par des gens que je connais même pas. Un certain Kodé Zakaria, un certain Kodé Zakaria, un certain Kodé Zakaria. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais parlé avant le 19 septembre. Wow! D'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dieu vous a entendu. Les Ivoiriens vont vous entendre maintenant. D'accord? Alassane Ouattara, c'est pas ça? Permettez-moi un peu. Je vais revenir ici. Non, Ouattara est trop. Maintenant, on va écouter Kodé Zakaria. Je vous salue. Aujourd'hui, on ne va pas continuer en français. On va aller en langue mamétique. Parce que nous sommes chez nous. Et nous sommes en famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler en français, on va parler en anglais. Un bébé dans la tour. Parce que mon ami, il peut être quoi en image du lot. Azuna kwa yana bi Adam na cho na ndo lo poche na mtoya. Ana tara bija. Mwe tuma ansa teleka abija kafa. Anu bola kata jama koka. Anu mo biwo. Mo biwo la. Ande ka no jama kile. Nepe mo me tuma ai te dia lo ni ale ba ale te le lekil na ko ifara. Donc, nous devons yamorer. Pour le déguiser. On va communiquer pour le Le récit de ce monsieur, même si c'est un rebelle, son récit est cohérent. Son récit est cohérent. Son récit est cohérent. Il fait la genèse. Comment ils ont quitté la Côte d'Ivoire? Ils étaient au nombre de 60 déserteurs. Ils ont déserté l'armée. Et c'était Ibrahim qui était leur chef quand ils étaient en exil. Maintenant, il va expliquer cette histoire avec Ouattara. Mais la vérité avec Ouattara a été établie pas pendant le mandat de Laurent Gbagbo, malheureusement. Il y a 3 ans à peu près, je répète, il y a 3 ans à peu près, la DGSE a fait sortir, d'abord il y a un document qui a été déclassifié. La responsabilité d'Alassane Ouattara a été établie comme celui qui torpillait les négociations. Donc, c'est Emmanuel Macron qui a fait déclassifier ce document. Deuxièmement, la DGSE a fait une autre enquête sur Alassane Ouattara et le roi du Maroc. Et c'est le roi du Maroc qui sait comment cacher, c'est-à-dire les fuites d'argent. C'est le roi du Maroc et Alassane Ouattara, tout l'argent des Ivoiriens qui volent, c'est le roi du Maroc qui fait les placements pour lui. Ce qui fait que c'est difficile pour un pays européen de dire voilà où se trouve l'argent de Ouattara. Son argent est sécurisé et bien caché. Mais ici, Kodé Zakaria est en train de présenter Ouattara comme le père de la rébellion, celui qui a financé la rébellion, et il prétend ne pas le connaître. Mais si Laurent Gbagbo n'a pas fait la justice, alors, les moutons là, venez m'écouter. Si Laurent Gbagbo n'a pas fait la justice, lui-même il dit, Alassane Ouattara, qu'il y a la justice. Si Laurent Gbagbo n'a pas établi cette justice, pourquoi lui, Ouattara, quand il est venu au pouvoir, il n'a pas établi cette justice? En faisant quoi? En interpellant Kodé, parce que en fait,
il estime que Kone Zakaria a menti sur lui. Et si Kone Zakaria a menti sur lui, il a le droit, si Laurent Gbagbo n'a pas lavé ton honneur, tu as le droit en tant que président, tu as le droit en tant que celui qui se présente comme un homme intègre de probité, d'honnêteté, de moralité, tu devrais au moins nettoyer ton nom, laver ton nom, puisqu'il y a un mensonge grotesque. Et le monsieur qui a fait ça, il est en face de toi. Il est avec toi, il fait partie des officiers supérieurs de ton armée. Pourquoi? Et d'ailleurs, Kone Zakaria, je ne sais pas s'il vit ou il est mort, mais parce que ça fait un moment qu'il a disparu là. Est-ce que les Ivoiriens ont les nouvelles de Kone Zakaria? Est-ce que Ouattara n'est-il pas en train de régler ses comptes? On a vu le gars, comment il s'appelle là? Le gars qui est en train de, le gars qu'ils ont fiolé là, qui est en train de, qu'on peut pas regarder aujourd'hui là. Chris Yabi a dit qu'il a été empoisonné, il est sorti et puis il n'est pas empoisonné. Shérif Ousmane. Regardez à quoi ressemble aujourd'hui Shérif Ousmane. Mais sinon, Kone Zakaria, si Ouattara ne l'a pas fiolé, si Ouattara ne l'a pas liquidé, Ouattara l'a certainement envoyé dans une mission secrète et en même temps informer les autorités pour qu'on puisse mettre la main sur lui. Parce que jusque-là, moi je ne sais pas, hein. Ouattara est là. Ouattara est là. Donc, la réalité c'est quoi? La réalité ici c'est, Ouattara a toujours été un putschiste. Ouattara a toujours été violent. Ouattara a toujours été méchant. Ouattara a toujours été un criminel. Ouattara est un criminel de guerre, un menteur, un corrupteur, un corrompu, un manipulateur, un affabulateur. Il avait la possibilité ici, quand Donald Trump est venu au pouvoir, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, tous les mensonges qu'ils ont mis sur lui, qui il a présenté comme son procureur général, ce qu'on appelle, comment on appelle ça, chez nous ici on appelle procureur général. C'est Pam. Elle est en train de faire le lavage au sein de la justice. Tous ceux qui ont porté des accusations sans preuve contre Donald Trump, il y aura des enquêtes sur eux tous. Ils ont déjà commencé, il y a un certain juge là, ils ont déjà commencé sur lui. Et la procureure de New York, là, ils ont fermé sa bouche. On leur dit, où tu fais la politique, où tu appliques la justice. Le choix t'appartient. Tu veux faire la justice et la politique, ça ne marche pas. Alors, Donald Trump est en train de faire laver son nom. Que toutes les accusations qui ont été portées soient mises à la lumière du jour, que ceux qui ont dit qu'ils vont faire enquête, qu'ils apportent la preuve de tout ce qu'on a reproché à Donald Trump. Quand il est venu au pouvoir, pourquoi il n'a pas fait ça à Alassane Ouattara? Pourquoi il n'a pas lavé son honneur? Pourquoi il n'a pas lavé son nom? Mais pourquoi celui qu'il dit qu'il n'a jamais connu, au contraire, c'est celui-là même qui allait faire sa campagne à Madinali, dans une mosquée avec une arme à la hanche. Kone Zakaria allait faire la campagne de Ouattara à Madinali. Ce jour-là, j'étais aux États-Unis et puis j'ai regardé, j'ai dit, what the hell is this? La vidéo circulait partout. Kone Zakaria dans la mosquée avec son arme à la hanche. C'est ce Kone Zakaria qui dit de ne pas connaître et qui l'envoie à Madinali. C'est ce Kone Zakaria qui dit de ne pas connaître et fait gravir les échelons de l'armée avec ce monsieur. Mais pourtant, Kone Zakaria ne s'est jamais retrouvé devant la justice ivoirienne pour justifier les propos qu'il a tenus, pour apporter la preuve de ce qu'il a dit contre Alassane Ouattara. Mais Ouattara n'a rien fait pour laver son honneur. Il n'a rien fait pour laver son nom. Donc, tout ce que Kone Zakaria a dit, tout est vrai. Et dire nous allons mener une attaque contre la Côte d'Ivoire. Amina Djamana Kolon. Regardez bien ici, les propos sont bien choisis. Nous allons attaquer la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit nous allons attaquer le régime de Laurent Gbagbo. Nous allons attaquer la Côte d'Ivoire. Sale. D'accord? C'est pas fini. Il dit même si dans l'attaque on tue Laurent Gbagbo. Donc l'objectif a toujours été de tuer Laurent Gbagbo. Donc, la haine de Ouattara contre Gbagbo, c'est pas aujourd'hui.
C'est pas aujourd'hui. Il dit, allez, Gbagbo Fagala, même si on tue Gbagbo, même si Gbagbo est mort, on va attaquer la Côte d'Ivoire, même si Gbagbo est mort. Il n'a pas dit, on va attaquer Gbagbo pour établir la justice. Et tout ce qu'il dit ici, il n'a jamais mentionné la justice, mais un seul nom. Et dit, Ibrahim, ils ont fait une réunion entre eux. Une réunion à huis clos. Mais la réunion à huis clos, qui a donné, je vais vous démonter par A plus B, qui est véritablement Ouattara, pour comprendre ce qui est en train d'arriver au jeune Souleymane Gbagbo. Peut-être qu'on a une idée, chacun de nous, de Alassane Ouattara, mais on n'a pas une idée claire et nette, tant qu'on ne rentre pas dans des étapes de l'histoire. Tant qu'on ne rentre pas dans l'histoire, on ne peut pas tout comprendre de Ouattara. Et cette haine qu'il a vouée contre ce jeune homme-là, il faut qu'on fasse ressortir des éléments historiques pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd'hui contre Souleymane Gbagbo. Alassane Ouattara, il dit ici, on va faire une réunion et on va mettre en place un conseil de sécurité. Dans le conseil de sécurité, tu seras certainement responsable d'une des institutions du pays, mais tu ne seras pas le président. Tu ne seras pas le président. Ça, c'est Ibrahim qui le disait. Celui qu'on appelle communément Ibé, qui a été tué par Ouattara. Il donne des informations à la lumière de la vérité que Ouattara n'a jamais contestée, à part que je ne le connais pas. Il dit, c'est moi qui étais en contact avec certains militaires dans le pays. Là où il y a les garnisons, là où il y a les camps militaires, je venais parler avec ceux qui étaient d'accord avec notre idéologie, ceux qui étaient d'accord avec nous, je venais parler à ces militaires-là, avant qu'on lance l'opération. Ce qui fait que quand ils ont lancé l'opération, c'est Abidjan seul qui a réagi, il n'y a pas eu de riposte au niveau de l'intérieur du pays. Mais Ouattara n'a jamais dit à Kodé Zakaria, d'accord, j'ai entendu, les militaires que tu venais contacter là, donne-nous la liste de ces militaires et vous allez témoigner en quoi est-ce que je suis responsable. Il n'a jamais rien fait de tout ça, Alassane Ouattara. Il dit, ils n'ont pas pris, leur objectif n'est pas qu'ils deviennent président. Et jusque-là, ils préparent les esprits pour que les gens sachent exactement qui est dans leur tête et qui pour qui ils sont en train de travailler. Qui pour qui ils ont pris les armes. Qui pour qui ils veulent attaquer le pays. Pour le moment, il n'a pas dit le nom de Ouattara, mais il est en train de présenter les étapes. Il est en train de présenter. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Les armes qu'on a fait entrer dans le pays pour attaquer le Laurent Gbagbo, c'est moi, Kodé Zakaria, qui ai fait entrer toutes ces armes.
Alors, mais pourquoi la justice ivoirienne, si Ouattara voulait tellement laver son honneur, pourquoi la justice ivoirienne n'a jamais demandé à Kone Zakaria comment il a eu les armes, qui a financé la rébellion? C'est lui, Alassane Ouattara, n'est pas coupable. Pourquoi il n'a pas demandé au ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour mener une enquête libre et indépendante, de sorte que les responsabilités soient situées? Pourquoi Alassane Ouattara n'a-t-il pas fait ça? Pourquoi il n'a pas demandé, je répète, que Zakaria soit au moins interrogé sur l'origine de la rébellion, l'origine des armes, et comment la rébellion a été organisée et financée? Il ne pourra jamais le faire. Parce que le jour qu'il va faire ça, il tombe. Celui qui nous a donné les armes, si vous devez soutenir nos actions, si vous devez nous accompagner, si vous devez être avec nous, ce n'est pas Kone Zakaria, ce n'est pas IB, mais je m'arrête là. Merci à vous. Alors, voilà toute la vérité sur une partie de la rébellion. Donc, quand Ouattara dit « je ne connais pas Zakaria », c'est un menteur pathétique, pitoyable et regrettable. Il connaît Kone Zakaria. C'est Kone Zakaria, de concert avec Sorodion, puisque IB n'était pas d'accord avec ce qu'ils ont décidé. IB n'était plus avec eux. IB est parti, il s'est cherché, il était caché quelque part en Europe. Et ils ont mené la rébellion. Pas la rébellion. Ils ont mené leur opération tendant à renverser le pouvoir de Laurent Gbagbo. Ce jour-là, Laurent Gbagbo était où? Il était en visite privée en Italie, à Rome. Et quand il a été informé, il voulait tout de suite rentrer. On lui a dit de ne pas rentrer, que c'est risqué. Il dit, il prend le risque de rentrer. Il est rentré. La rébellion la tentative de coup d'État s'est transformée en rébellion. Et après, on découvre la France, personne ne le savait, mais Gbagbo, informé, parce qu'il avait aussi ses contacts au sein du renseignement français, on lui dit, Alassane Ouattara torpille les négociations. Quand Soro est d'accord ici, le lendemain bien, il dit, je suis pas d'accord. Quand Gbagbo aussi est d'accord ici, le lendemain bien, il remet en cause. Donc, ça patinait, ça tournait, et finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont tombés d'accord sur un principe, c'est qu'il y ait une négociation directe. Les négociations directes ont produit quelque chose, les accords de Ouaga. Et c'est après ça, il dit, d'accord, comment on est d'accord pour que ça marche bien? Toi-même, il faut être premier ministre. Et puis tu vas organiser les élections. La bonne foi de Laurent Gbagbo l'a trahi. La bonne foi de Laurent Gbagbo l'a trompé. Oh là là. Donc nous on pensait que les gens, ils ont dit, moi, les gens, ils vont pas couper le courant, mais ils viennent de couper. Vous allez m'excuser, donne-moi une seconde, je vais voir si on peut rapidement continuer. Ça va venir. Mais le temps de finir ça, et puis bon, ben, voilà. On va continuer rapidement. Je vais pas arrêter, sinon ça nous perturbe un tout petit peu. J'arrive à laisser pas maintenant. Non. Faut lui dire d'aller ouvrir la porte. Alors, donc, comme je disais, bon, on va faire avec, hein, les gars, hein. Voilà, ça aussi, ça fait partie des aléas du direct. Hein? Voilà. Donc, comme je le disais là, c'est un peu, on va continuer. Une seconde, bien positionner ça. J'espère que ça va nous aider. Voilà. Alors, donc, il y aura beaucoup d'ombres, hein. Les ombres là, à cause des ombres là, je cherche la bonne position. C'est pas grave, on va aller comme ça. C'est pas grave. Alors, donc, cette situation-là, nous la savons, nous l'avons vécue. Alors, quel rapport cela a à voir avec Souleymane Gbagbo? Beaucoup de choses, je répète encore, beaucoup de choses. Alors, Souleymane Gbagbo était un activiste virulent, un activiste
violent, violent dans les propos, virulent dans sa position, et il ne faisait pas de l'à peu près. Il faisait ce qui devait être fait, il faisait ce qui aurait dû être fait. Je pense que vous allez me donner une seconde, hein. Finalement, je vais mettre le groupe rapidement en marche, et puis on va continuer. Mais d'ici là, je vais vous laisser en contact avec Chris Yapi. Je l'espère bien, vous allez pouvoir écouter. Mais on va d'abord laisser ici. On va écouter ça. Et puis, on va continuer. Voilà. On va écouter l'avocat de Souleymane Gbagbo, d'accord? Ça nous permet de gagner. Afrique des libertés, frères et sœurs de la diaspora, je fais cette communication pour vous donner la situation de M. Souleymane Kone, qui est retenu en zone de rétention de Vincennes. Alors, il est reproché à celui-ci d'être en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet a eu à son égard 2 décisions. Donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et une IRTF de 24 mois. Bien entendu, nous allons contester toutes ces décisions devant les juridictions compétentes, notamment le tribunal administratif. Nous n'avons pas encore la procédure pour voir quel sera exactement l'axe de défense dans l'intérêt de M. Souleymane Kone. Ce qui est sûr et certain, que celui-ci avait fait une demande d'asile politique qui avait été rejetée. Il est passé devant la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile. Et là aussi, il n'a pas eu gain de cause. Il a fait une demande de réexamen de son dossier qui avait été jugé irrecevable, et M. Kone depuis a sollicité donc un rendez-vous à la préfecture pour qu'il soit régularisé à un autre titre, puisqu'il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. Et à ce titre, il a eu une convocation pour septembre à la préfecture. Alors, je n'ai pas encore eu l'intégralité de la procédure. J'en ai fait la demande à l'instant devant le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Et j'attends que cette procédure me soit adressée par mail. Alors, ce que je veux dire, c'est que M. Kone ne trouble pas l'ordre public. M. Kone a fait une demande de régularisation, puisqu'il justifie d'une convocation pour le mois de septembre prochain à la préfecture. Ce qui est bizarre dans cette procédure, ce sont les conditions d'interpellation de M. Souleymane Kone. Pour un sans-papier ou pour une personne qui cherche à régulariser sa situation administrative, que la préfecture puisse envoyer des policiers portant des cagoules. Je tiens à préciser que une cagoule n'est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles. Ça, c'est la version de l'avocat de Souleymane Gbagbo. Ce qui est intéressant tout de même, c'est de pouvoir écouter cette partie aussi. On va aussi écouter notre jeune frère.
Cela va nous donner une idée. Kidnapping d'État. L'activiste Souleymane Babokone, arrêté en France par la police d'Emmanuel Macron à la demande d'Alassane Ouattara. La France d'Emmanuel Macron sombre-t-elle définitivement dans l'arbitraire et la répression des opposants africains? La question se pose après l'enlèvement violent de l'activiste ivoirien Souleymane Babokone, pro-Babo notoire et pourfendeur du régime dictatorial d'Alassane Ouattara. Le mercredi 26 février 2025, aux alentours de 21h, l'activiste descendait de son immeuble situé au 33 avenue Émile Zola à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, en compagnie d'un de ses amis, un certain Bélem, également activiste. Alors qu'il échangeait ses dernières paroles avec son camarade, une voiture banalisée surgit de nulle part. Une opération de type mafieux se met en place. Des agents encagoulés, lourdement armés, en sortent brusquement et se jettent sur lui. Il tente de résister. Une bagarre s'engage. Les coups pleuvent, sa dent est cassée, son corps est roué de coups. L'objectif est clair, le faire perdre toute capacité de riposte et l'embarquer de force. Mais le destin joue un tour imprévu aux ravisseurs. Alertés par la scène violente qui se déroule en pleine rue, une patrouille de police française arrive sur les lieux. Les encagoulés, pris de court, tentent de... Écoutez bien. Des agents encagoulés, lourdement armés, en sortent brusquement et se jettent sur lui. Il tente de résister. Une bagarre s'engage. Des encagoulés tombent sur lui. Une bagarre s'engage. Pourquoi? Pour quelqu'un qu'on veut interpeller dans les normes, c'est à 21h qu'on va chez lui. L'heure 21h pose un problème. Je répète, l'heure 21h pose un problème. Pourquoi à 21h? Si vous connaissez sa résidence, tel que son avocat l'a dit, vous l'avez entendu, s'il est en situation irrégulière, il y a une convocation qui lui est donnée en bonne et due forme, il se présente dans un bureau, et puis il répond à la convocation. Mais c'est quelqu'un à qui on a refusé ce qu'on appelle l'asile politique, et il a tenté aussi ce qu'on appelle, puisqu'il est passé par tous les moyens par rapport à l'asile politique, il ne l'a pas obtenu. Alors, les gens maintenant, ils proposent, ils reviennent d'accord, puisque vous me refusez l'asile politique et que je viens d'avoir un enfant, donc, je voudrais maintenant rester sous l'article regroupement familial. Et ils lui ont dit, il sera répondu en septembre. Donc, il a une convocation pour septembre. Ça veut dire que légalement, il n'a aucun problème. Légalement, il a entamé plusieurs procédures pour pouvoir rester en France. Moi, j'ignorais tout ça. J'ignorais tout ça. C'est son avocat qui nous a dévoilé tout ça. Et les autorités françaises savaient tout ça. Alors, ma question. On marque une petite pause. Vous savez que vous êtes dans une situation compliquée, dans une situation un peu comme ça. Il y a une façon de faire votre... Quand vous êtes en situation irrégulière dans un pays, moi j'estime honnêtement qu'il y a une façon de faire les choses. Vous ne pouvez pas faire si comme vous êtes un citoyen de plein droit, ou vous avez acquis la nationalité, ou vous êtes vraiment légalement à tous les niveaux, vous pouvez avoir, comme on appelle, la carte de séjour, ni carte de séjour, ni citoyenneté française. Ça pose un problème. Et à cet effet, il y a une attitude qu'il faut avoir. Il faut être plus intelligent, plus malin, plus correct. Lui, il pouvait frapper Ouattara tout en restant dans son coin, intègre. Mais vous savez, Johnny Pacheco a dit quelque chose que je vais reprendre ici encore. Quand par exemple vous allez tout dire à vos amis, vous permettez à vos amis de tout savoir sur vous,
votre condition, votre statut. Vous les mettez au courant et au parfum de tout ce que vous faites, croyant que ceux-là sont des amis pour vous. Une fois, j'ai dit ici lors d'une intervention, il y a les Ivoiriens se sont rendus coupables aux États-Unis de l'extradition de beaucoup d'autres Ivoiriens. Et il y a des Ivoiriens qui ont été placés sous écoute par la dénonciation d'autres Ivoiriens aux États-Unis. Et quand les gens ont compris, désormais, ils ne parlaient plus en français ou autre chose, ils parlaient dans leur langue. C'était des guerriers, c'était des bêtés. Donc, ils communiquaient dans leur langue. Mais, le comble, c'est quoi? C'est les Américains même qui sont venus frapper à la porte de ces jeunes Ivoiriens-là pour dire, mais, c'est dans quelle langue vous parlez? Les gens disent, on ne comprend pas. Et ils n'ont pas menti. Ils disent, on vous a dénoncé, on vous a placé sous écoute. Avant, on faisait les traductions. Mais maintenant, là, vous parlez une langue qu'on ne comprend pas, on n'a pas de traducteur pour ça. Heureusement qu'ils avaient leur procédure de régularisation en marche. Et rapidement, ils ont pu avoir la green card. Ce sont nos propres frères et sœurs qui nous dénoncent. C'est soit la femme qui va les dire parce qu'elle veut plus du mari. Elle a trouvé un petit bon quelque part qui chauffe bien. Donc le mari qui est exigeant et rigoureux, elle va le dénoncer. Et puis le mari a tous les problèmes. Soit quand il sort, il vient voir sa famille. Et puis, une de ses sœurs, ou il prend le téléphone, et ton mari est venu prendre une deuxième femme. Elle court, elle va au département d'État, elle va mentir à l'immigration, et tout de suite, votre papier, tout est annulé. Vous arrivez à l'aéroport, vous ne pouvez pas embarquer. Il y en a qui embarquent, puisque l'avion fait des escales. Il y en a qui embarquent, mais arrivé à Paris, la plupart du temps c'était Paris, on fait escale à Paris, on va continuer. Mais quand vous arrivez à Paris, et puis l'avion fait escale, c'est fini, vous ne pouvez remonter. Vous pouvez embarquer pour la France, mais vous ne pouvez pas embarquer pour les États-Unis. C'est-à-dire à partir de la France, vous ne pouvez pas. Si c'est un vol direct des États-Unis, vous n'allez plus. Si c'est un vol avec escale, vous avez la possibilité de rester dans le pays où vous faites escale. Ce sont les Ivoiriens qui ont fait ça. Et son ami qui est sorti, nullement dans le récit, ni de celui de Chris Yapi, ni de celui de son avocat, vous n'avez entendu que son ami est intervenu pour l'aider. Jamais. Donc son ami était responsable. C'est son ami comme Chris Koukounion l'a dit, comme Jerry Pachiko l'a dit, c'est son ami qui l'a vendu. C'est son ami qui est sorti avec lui. D'accord? Donc, moi, il y a des choses, permettez-moi, hein, les gens qui viennent. Vous qui m'énervez à vos questions stupides sur YouTube, là, quand je vous efface là, apprenez à être bien, apprenez à être correct, apprenez à être poli. Je suis prêt pour ne pas vous bloquer. Vous insistez, je vous bloque. D'accord. Donc, son ami est responsable. Parce que pas un seul instant on a entendu ça. Pas un seul instant on a vu que son ami est intervenu pour l'aider. Pour chercher à comprendre. Maintenant, c'est à 21h on vient. Mon ami, apprenez à écouter. Je n'ai pas posé la question. Avant de donner l'explication sur 21h, sois intelligent, écoute celui qui parle. Le problème de l'Africain, c'est ça. Quand les gens parlent, vous ne prenez même pas le temps de bien les écouter, et puis à voir comment. Mais pendant qu'on parle, vous répondez. Tu as retenu quoi de ce que j'ai dit sur 21h, et puis tu écris. Ton commentaire là sert à quoi? Si vous apprenez à être patient, si vous n'êtes pas précipité à écrire Google, si vous écoutez, vous allez comprendre. Donc, on va sur le gars à 21h. Toute la journée du mercredi, il était disponible. On va et puis on est encagoulé. L'avocat, il a bien défini. Pour être encagoulé, pour arrêter quelqu'un, cela est bien précisé dans la loi. Ce sont des agresseurs, des terroristes, des brigands, ceux qui sont vraiment extrêmement dangereux, les voyous là. Là, on va en chose encagoulé. 1, vous êtes encagoulé. 2, 21h. Quelle était l'urgence de la situation? Pour ne pas que le monsieur soit convoqué. Puisque lui-même, il a introduit une demande et il attend la réponse de cette demande. Vous et moi, on est sur le point de dire que ça demande dans tous les cas. Je ne vois pas actuellement, si c'est le préfet
de police ou le préfet de quoi, qui a introduit, qui a demandé que tout de suite, il soit placé dans la zone de choses là, où on doit l'amener là. Ça veut dire que la situation est irrégulière. C'est ce qu'ils disent. Moi, je peux comprendre ça. Et j'ai dit hier, s'il faut nécessairement, si son avocat ne peut pas lutter pour empêcher son extradition, que son avocat fasse tout. Il y a deux options qui s'offrent à l'avocat de Souleymane Gbagbo. Ce n'est pas à moi d'apprendre à l'avocat son travail. Mais on fait des propositions à notre niveau. Ici, je répète, ici, une dernière fois, ici, loin de moi de donner des conseils à un professionnel aguerri. Mais je pense à ma modeste petite manière que déjà son avocat doit saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Déjà, avant même que la France ne se prononce. Donc, il ouvre deux procédures. Je parle par expérience. 1. Lorsque Nafousatou, cette petite prostituée guinéenne, lorsque Nafousatou Bamba, donne-moi une seconde. Voilà. Lorsque Nafousatou Bamba, cette petite guinéenne prostituée, a monté le coup. Donne-moi une seconde. Non, moi je suis rapide ici. Lorsque cette petite guinéenne, Nafousatou Bamba, a monté sur Dominique Strauss-Kahn à l'époque, et quand la procédure a commencé à marcher, et tout de suite, la manière dont l'avocat de Dominique Strauss-Kahn évoluait, l'avocat de Nafousatou Bamba, et Diallo Safroulin, elle a dit oh. Donc il a fait quoi? Il a introduit une deuxième plainte, cette fois-ci au niveau civil. Parce que la première plainte, c'était au niveau pénal. La deuxième plainte au niveau civil. Aux États-Unis, c'est ce que les gens font. Les gens introduisent deux types de plaintes, et au pénal et au civil. Donc, si au pénal, ils n'ont pas gain de cause, au civil, parce que civil, c'est plus long, c'est plus rigoureux, en général, vous terminez là-bas avec un arrangement. Donc, au civil, c'était pour avoir un arrangement, un dédommagement. Donc, puisque le pénal a été laissé, le civil a continué, et le civil va vous ternir. Ça, c'est très dangereux, c'est plus dangereux que le pénal. Parce que là, c'est votre moralité, c'est votre... Ils vont aller fouiller, faire sortir tous les cadavres qui se trouvent dans votre placard. Donc, en fonction de cela, quand le civil est engagé, tout de suite, les gens arrêtent. Ils font tout de suite, ils trouvent un deal entre les avocats, ils tombent d'accord sur un montant, et puis le paiement est fait. Soit le paiement par tranche, soit le paiement, en tout cas, le paiement est fait. Alors ici, je voudrais dire à l'avocat de Collé, il dit n'a pas encore été notifié, ça c'était hier, je suppose qu'il a été notifié aujourd'hui. Mais les professionnels ne sont pas toujours les meilleurs. Vous pouvez gagner beaucoup de procès, ne jamais perdre de procès, mais il y a un seul procès qui peut être qui peut vous donner du fil à retordre. Alors je demande à l'avocat de Souleymane Gbagbo Kodé d'aller saisir d'abord la justice internationale de l'Union européenne, même si Souleymane Gbagbo est en situation irrégulière, la loi de l'Union européenne lui donne un abri, une couverture juridique. Même s'il est irrégulier là-bas, la loi lui donne une certaine couverture, une certaine protection. Et il appartient à l'avocat de Souleymane de porter à la connaissance de la justice et de l'Union européenne que les droits élémentaires du monsieur ont été violés. 1. Il a été frappé, une dent a été cassée. 2. Les encagoulés, étaient le guettait à la sortie de sa maison. Donc cette
violence, cette barbarie-là, à quoi ça arrivait? Parce que vous savez, je vais encore me référer sur la jurisprudence. Mais pas la jurisprudence de Ouattara parce que ça n'existe pas. Là, c'est une bêtise morale. La jurisprudence dit quoi? La jurisprudence vous dit, lorsque les motifs de votre interpellation sont discutables, sont illégaux, ne reposent sur aucune base juridique, tout de suite, vous êtes libéré. Tout de suite, la plainte est disqualifiée. Logiquement, l'arrestation de Koné, il ne devait pas rester dans ce coin-là plus de 24 heures, puisque la manière dont il a été interpellé, ce n'est pas ça. Dans les cas de figure, il y a une façon d'interpeller. Dans la situation de Koné, il y a une façon de l'interpeller. Mais cette procédure a été ignorée volontairement. Donc, il y avait une volonté manifeste de nuire ou de s'attaquer à la vie de Suleiman. Donc, sa vie a été mise en danger. Ne serait-ce que cela, il n'y aura pas de procès, il n'y aura même pas d'extradition. Mais il faut que son avocat soit assez coriace pour défendre ce point de vue-là. Deuxièmement, pendant que la procédure suit son cours, je souhaite et je demande à l'avocat de Suleiman d'aller porter immédiatement, de saisir immédiatement la justice européenne pour bloquer toute décision d'extradition de Suleiman vers la Côte d'Ivoire. Avec ça seulement, il peut bloquer tout de suite la procédure. Même s'il veut le maintenir en prison, ça c'est leur problème. Mais avec cette décision, il peut bloquer la justice française et il ne sera jamais extradé. Et c'est ce que je demande à l'avocat. Dans un premier temps, de saisir la justice européenne pour bloquer toute demande d'extradition. Je vais être clair. Il faut que sa demande soit bloquée. Il faut que toute procédure soit bloquée. Alors, ceci dit, mon conseil à mes frères et à mes sœurs de la diaspora, faites beaucoup attention quand vous menez le combat que nous menons. Faites beaucoup attention quand vous vous attaquez à un tyran, à un criminel comme Alassane Ouattara. Vous n'êtes pas à l'abri. S'ils se rendent compte que l'Union européenne va devenir un blocage pour toute extradition à partir de la France, ils vont chercher à s'attaquer directement à votre intégrité physique. C'est-à-dire, ils vont chercher à vous tuer, à vous assassiner, à vous empoisonner. Parce qu'ils savent que l'Union européenne va bloquer toute procédure d'extradition. Donc, ils vont recruter des gens autour de vous. Évitez d'aller manger n'importe où. Évitez de céder la main de n'importe qui. Évitez de coucher avec n'importe quelle belle jeune fille que vous allez voir dans les rues. S'ils savent, et ça c'est une certitude que je vous donne. Moi, je ne suis pas chrétien, puis je n'ai pas, comment on dit ça, je n'ai pas hibou. Je n'ai pas source. Si vous voulez jeter ce que Keïta a dit, quand j'ai donné conseil au petit, il ne m'a pas écouté. Voilà la conséquence qu'il y a là. C'est pourquoi je vous ai dit hier, regardez Souré de Paris, il est devenu plus intelligent. Souré de Paris, il fait wow, il fait plus. Il est devenu vidéoman. Il prend nos journaux télévision dans le Sahel, il coupe, Burkina, Mali, déjà, il coupe, et puis placard. C'est fini. Il attaque Ouattara intelligemment, et Macron, il enlève dans son langage. Johnny ne s'attaque pas à la Finlande, mais il s'attaque à Ouattara. Donc, changez de stratégie. Laissez la France. Si vous êtes là-bas, laissez la France attaquer Ouattara. Maintenant, deuxième conseil. Le plus important. Laissez le gouvernement français attaquer Ouattara. Même s'il y a des sujets que la France est impliquée dedans, nous, on va relever le défi. Vous, taisez-vous. Vous pouvez faire la passe. Ah bon, ok, chef, ou bien, vous qui êtes dans le Sahel, là, voilà ce qui se passe. Hein. Filez juste le doc, et puis taisez-vous. Nous, on fait le travail ici. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Vous pouvez rejeter, parce que comme chacun veut avoir sa visibilité, chacun veut avoir son nom, ça, c'est votre problème. Continuez à faire, Ouattara ne va pas vous louper. Et je prie Dieu qu'il échoue. Donc, s'ils ne peuvent pas vous extrader, ils vont chercher à vous empoisonner. Ils vont chercher à jeter des filles dans vos mains, même si vous êtes marié. Faites beaucoup attention. Je répète,
Ils ne seront pas capables de vous extrader, mais ils peuvent tenter de vous empoisonner. Donc faites beaucoup attention. Vraiment, contrôlez vos faits et gestes. Faites beaucoup attention. Moi, quand même que je suis au Mali ici, moi, souvent, je peux faire, moi, dans ma maison, je ne sors pas. Je chauffe seulement ma voiture, comme son moteur est balèze, quand tu chauffes pas, ça joue dessus. Donc, je chauffe souvent. Ou bien je fais des voyages pour aller dans mon village. Mais je dis jamais quand je vais, je dis jamais quand je reviens. Et je sors rarement. Vous n'allez pas me voir dire qu'il y a un grain où Keïta va s'asseoir. Non. Quand les jeunes gens viennent travailler chez moi, je m'assois par terre, on cause, c'est tout. Alors faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. On n'a pas fini à Ouattara. C'est le mois de jeûne. C'est presque l'heure pour la rupture.